le sol de la forêt amazonienne, c'est un sol très faible. Ce qui maintient le sol de la forêt, c'est la forêt. Donc, une fois la forêt éliminée, ça devient une savane de troisième ordre et très probablement désertique. Donc, on est déjà au point de virage de cette situation. Le point de virage, c'est le moment où la forêt n'est plus capable de se récupérer toute seule. Parce que l'idée, c'est que on cesse les incendies, on cesse le découpage, on cesse l'intervention humaine sur l'Amazonie, elle se récupère. C'est plus vrai. Des régions, elles ne se récupèrent plus. C'est déjà dépassé le point. Et il y a un moment où la forêt, comme un tout, c'est-à-dire l'ensemble de la forêt, c'est le soi-disant point de tournage, où il y a tellement de la forêt a été modifiée, brûlée, coupée, etc., qu'elle ne se récupère plus. Elle commence un processus de décadence. Dans l'Amazonie orientale, c'est déjà arrive pas mal. Et maintenant, ça commence à arriver dans l'occidental. Jean-Marc von der Weide, bonjour. Bonjour Martin. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans le cadre de la chaîne Antithèse. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement? Brièvement, c'est difficile, mais on essaiera. Jean-Marc von der Weide, donc je suis né à Rio de Janeiro, au Brésil, en 1946, fils d'un émigré suisse de Fribourg, Freddy, mon père, et d'une mère brésilienne, d'une famille très ancienne au Brésil. Et bon, ça c'est l'origine. Donc votre père était fribourgeois, vous avez donc Ouais. il a immigré pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça. Une fois qu'il a été démobilisé de l'armée suisse en 1942, il est parti et finalement il est finalement arrivé à Rio. Il allait en Argentine en vérité, mais il a préféré rester au Brésil parce qu'il a trouvé un travail là-bas et finalement il a connu ma mère. Et finalement, il est resté pour toujours. Puis alors, vous avez grandi au Brésil et vous vous êtes retrouvé président de l'Union nationale des étudiants brésiliens. Et puis là, vous avez été arrêté. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qui s'est passé? C'est un peu longue histoire. Il faut rappeler aux gens qui probablement ne connaissent pas l'histoire brésilienne qu'on a eu un régime démocratique de 1945 à 1964 au Brésil avec des élections normales, selon tous les exigences d'un système démocratique, au moins formel. En 1964, il y a eu un coup d'État militaire justement parce que la démocratie permettait qu'il avance les revendications populaires et les élections reflétaient aussi ça. Donc le Congrès aussi, il y avait un mouvement d'élire plus des travaillistes, des socialistes, des gens plutôt à gauche. Il n'y avait pas exactement dans ce mouvement rien de terriblement révolutionnaire. C'était un réformisme très mitigé. Mais pour l'aristocratie brésilienne, qui était héritière d'une histoire escravocrate avec une mentalité très, très réactionnaire, c'était trop. Donc ça a inspiré une droite civile avec l'appui américain, qui est déjà établi clairement, ça c'est pas de l'idéologie, et puis les forces armées. Donc ils ont fait un coup contre les présidents légalement élus, ils s'est exilé en Argentine, Juan Goulart, et ils ont installé un régime militaire. Une dictature. Une dictature. Donc la dictature, moi j'avais 18 ans en ce moment, je suis entré à l'université en ce moment, je faisais un cours d'ingénieur chimiste à l'Université fédérale de Rio, et c'était un moment de flou, de pas très grande réaction. Le mouvement étudiant a été le premier de tous les mouvements sociaux au Brésil qui a commencé à enchaîner des actions de résistance contre le régime militaire et pour la redémocratisation. Ça commence surtout en 1966. Et là, j'ai déjà commencé à participer dans le mouvement social. En 1967, j'ai été élu président du centre d'étudiants de ma faculté, de l'école de chimie.
Et en 1968, j'ai été élu président de l'Union nationale d'étudiants, donc de tout le Brésil. Et l'Union nationale d'étudiants a été mise dans la clandestinité, elle a été interdite par les militaires. Donc, moi, j'étais président, pour cela, j'étais déjà poursuivi et soumis à ce qu'on appelle la loi de sécurité nationale. Parce qu'il y avait des actions qui étaient faites par cette... Voilà, on faisait toutes sortes d'actions, depuis des actions légales à l'intérieur des facs, donc des assemblées, des discussions, des entretiens même avec les profs et dirigeants, etc. Et des manifestations de rue. Et surtout dans les manifestations de rue, ça dégénérait très rapidement un affrontement avec les forces de l'ordre. Un peu comme ce qu'on voit en France actuellement. Ce qu'on appelle des forces de l'ordre. Donc la police était le premier élément de la répression. Et chaque fois qu'elle perdait le contrôle, c'était l'armée qui intervenait. Donc, dans une de ces manifestations, où il y a eu une intervention de l'armée, il y a eu une voiture de l'armée brésilienne qui a été... comment est-ce qu'on dit ça? Elle a été... renversée par les manifestants et brûlée. Moi, je n'étais pas sur les lieux, mais j'ai été pris dans cette manifestation et accusé d'être le responsable pour cela. Et finalement, j'ai été condamné à 2 années de prison dans cette accusation qui était absolument fausse. Et il savait que c'était faux. Donc, ce qu'il voulait, c'était... Moi, j'étais déjà candidat à la présidence de l'Union nationale d'étudiants, j'étais un leader du niveau national. J'ai dit, bon, oui, c'est la façon de l'arrêter, de le liquider. Je suis parti en clandestinité en ce moment, qui a duré 1 année et quelque chose. Donc, là, vous étiez caché à Rio, São Paulo, enfin, je me baladais partout. Et finalement, en septembre, la répression est devenue beaucoup plus dure à partir de 1969, à un moment qu'on appelle au Brésil le coup dans le coup. C'était un groupe militaire plus dur que celui qui était au pouvoir. Et bon, et là, la répression a commencé à être vraiment sans aucun restreint, sans aucune limitation, donc torture, massacre, censure, toutes formes de communication. Et moi, j'étais mis en prison en septembre de 1969. J'étais pris dans un appartement où habitaient des étudiants de Rio et emmené dans le centre de torture de la marine brésilienne qui était à une région bucolique qui s'appelait l'île de Fleurs. C'est là qu'ils enfermaient les prisonniers politiques. Justement, pas tous, mais enfin, il y avait les prisonniers de la marine étaient pris, ils étaient mis à l'île de Fleurs. Là, vous êtes resté 6 mois à peu près? Non, j'étais là un peu plus d'1 an. Dans les premières 2 semaines, c'était 2 semaines de torture directement, parce qu'ils voulaient des informations sur où était le reste des dirigeants de l'Union nationale d'étudiants. Nous étions 10, dont 2 étaient déjà en tôle, donc où étaient les autres? Et finalement, c'était à ce moment aussi qu'il y a eu l'enlèvement de l'ambassadeur américain. C'était le premier enlèvement d'ambassadeurs dans le monde. Un groupe de guérilleros de Rio a kidnappé l'ambassadeur américain. Ils ont demandé 15 prisonniers. C'est pas une coïncidence. J'aurais pu être dans cette liste, sauf que ceux qui ont fait... Je venais d'être arrêté. Donc les mecs qui ont fait le kidnapping, ils ne savaient pas que j'étais en prison. Donc ils ont retiré le gars qui était mon prédécesseur à l'Union nationale d'étudiants, Luis Travassos, et moi je suis resté. Donc c'était un peu, disons, compliqué pour moi d'accepter ça. Parce que d'un moment à l'autre, on pourrait être dehors, tu étais dedans pour encore 1 an et demi. Surtout au vu des conditions de détention. Ouais. Après, donc, j'ai passé 1 an à l'île de Fleurs, donc il y a toutes sortes d'histoires qu'on pourrait raconter ici. Et finalement, après une grève de la faim qu'on a fait en octobre, à l'île de Fleurs, on a fait 10 jours de grève de la faim. Le commandement du bataillon de fusiliers de marine qui contrôlait l'île de Fleurs a décidé que moi j'étais le responsable de tout cela. Ils m'ont envoyé dans une prison de la force aérienne brésilienne.
Et c'est là qu'il y a eu l'enlèvement de l'ambassadeur suisse, à ce moment. Comment il s'appelait, cet ambassadeur? Vous ne vous souvenez pas? C'est pas grave. Hein, si jamais. Attends. Bucher. Moi, je l'ai connu personnellement. Peu avant que je parte en clandestinité, mon père a voulu que je fasse un passeport suisse, puisque j'avais le droit à l'avoir, parce qu'il voulait me convaincre à sortir du Brésil clandestinement. Donc, je suis allé avec lui à l'ambassade de Suisse, et M. Bucher nous a reçus, et il a fait un passeport en 2 heures. Donc, je suis sorti avec ce passeport que j'ai perdu finalement. J'ai détruit à un moment donné, parce que j'allais possiblement être pris, c'était une identité, donc je l'ai détruit. Et donc cet ambassadeur a été enlevé à un moment donné Justement, en novembre, au début décembre, je crois. Début décembre 70. Et c'était le dernier enlèvement, et en ce moment, il y a eu c'était le 4e enlèvement, donc il y a eu l'Américain, un consul japonais, l'ambassadeur d'Allemagne et la Suisse. L'ambassadeur suisse, c'était le 4e. C'est pas un hasard, ça c'est le premier investisseur au Brésil à l'époque. Les Japonais étaient le 2e, le 3e était les Allemands et les Suisses étaient le 4e investisseur. Donc, l'analyse des mecs qui ont fait le kidnapping, c'est de dire on prend des représentants des pays qui sont forts dans l'investissement au Brésil. Donc, c'était un peu la logique qu'ils suivaient. Donc, le fait de l'enlèvement, quand je l'ai su, j'étais à l'aéroport du Galeão, dans la base aérienne de Galeão. Je ne m'attendais pas du tout à être dans la liste, parce que j'étais leader d'un mouvement d'étudiants, pas un mouvement de guérilleros. Le parti auquel j'appartenais, le parti de gauche auquel j'appartenais s'appelait l'Action populaire, parti d'origine catholique. Il n'était pas du tout pour la guérilla en ce moment. Donc, en principe, il n'y a aucune raison pour que les guérilleros se retirent. Donc, j'ai passé des années à me poser la question pourquoi donc j'étais dans la liste. Pourquoi vous avez été dans la liste des personnes qui ont été libérées? Voilà. Donc, je l'ai retrouvé plus tard. Les mecs qui ont participé à l'enlèvement, donc qui est mort depuis 6 mois et qui était un très bon ami. Et je lui ai posé la question, mais finalement, comment je suis entré dans cette liste? Il a dit, c'était pas facile. Il a dit, c'était 10 mecs qui étaient le commando qui a fait l'enlèvement. Quand ils ont discuté une liste de gens pour être changés, moi j'ai proposé ton nom, parce qu'on se connaissait personnellement, il était du mouvement d'étudiants de lycée. J'ai proposé ton nom et ça a été refusé. Ça a été voté contre. La majorité, presque la totalité a voté contre. Mais la décision finale était aux mains du commandant de cette opération. C'était un ex-capitaine de l'armée, le capitaine Lamarca. Et le capitaine a dit non, on va le mettre, ce gars, dans la liste parce qu'il est moitié suisse. Il a dit bon, on a enlevé un ambassadeur suisse, on a fait un inconvénient pour la Suisse et pour. Alors, on envoie un message au peuple suisse en disant oui, on a enlevé votre ambassadeur, mais on libère un demi-citoyen suisse en échange. Donc, c'est un peu la logique de ma sortie dans cet enlèvement. Et à ce moment-là, vous êtes transféré au Chili, ou en tout cas, vous allez au Chili. Les 70 ont été au Chili. Allende venait de prendre la présidence du Chili. C'est une élection difficile. On a été reçus triomphalement à Santiago par le président et par tout le monde, enfin la population. C'était vraiment presque l'idylle. Donc, mais je n'ai pas resté longtemps là-bas parce qu'il y avait une situation un peu particulière dans le groupe des 70. Pratiquement tous les 70 sont sortis dans cet enlèvement. C'était des militants de guérilla. Moi, j'étais pratiquement le seul dirigeant de masse, disons, de leader populaire, le leader d'un mouvement d'étudiants qui était un mouvement très fort au Brésil à l'époque. Deuxième chose, moi j'avais un passeport, chose que personne n'avait. J'étais sorti sans rien, j'avais un peu le passeport suisse que j'ai reçu de l'ambassade le jour suivant de mon arrivée. Et deuxième chose, je parlais français-anglais.
Donc, ils ont dit, j'ai reçu une espèce de mission, on dirait, écoute, nos camarades qui sont restés au Brésil en prison, ils sont en train d'être liquidés, y compris c'est devenu une espèce de stratégie pour éviter de nouveaux enlèvements, c'était de liquider tous les échangeables, disons, les personnalités qui étaient en prison, qui étaient importants pour les mouvements d'opposition, pour qu'il n'existe pas de raison pour faire des kidnappings. C'était un peu une logique sinistre. Mais alors, il faut dénoncer ça, et si tu peux faire ça en Europe, aux États-Unis, etc. Et ce que j'ai fait pendant 2 ans. J'ai voyagé, je suis venu en Suisse d'abord. J'ai arrivé ici en mars, je crois, mars 71. Et je fais des conférences ici à Lausanne, à Genève, dans la télévision, enfin, des interviews un peu partout, à Fribourg. Bon. Et après, je suis allé en France, en Allemagne, Hollande, Belgique, Angleterre, Italie, enfin. Et ça, c'était organisé par différentes associations? Ça, c'était organisé par des mouvements très divers, qui, par exemple, en Suisse, je suis venu, mes premières activités ici, c'était appuyé par la Fédération suisse des droits de l'homme. Après, ici à Genève, ici à Lausanne, c'était les jeunesses progressistes, je crois. C'était un mouvement de jeunesse. Et puis, bon, après, c'était différents types de gens. En Angleterre, c'était l'Amitié internationale. En Italie, c'était une espèce de front uni de différents groupes de gauche. Là, c'était vraiment embarqué le Parti communiste italien, le Parti socialiste, les partis d'extrême gauche qui ont fait cause commune pour la dénonciation de la répression et des assassinats et la torture au Brésil. Enfin, après, je suis allé au Canada, aux États-Unis, au Mexique, circulant. Aux États-Unis, je circulais le pays entier. Voilà, donc, Et finalement, vous êtes retrouvé à Paris pour faire des études d'agronomie. Non, avant ça, je suis reparti au Chili, vers 73 justement. J'étais décidé enfin, j'avais passé 2 ans à faire la dénonciation de la répression. Je dis, écoute, à ce moment, je pense je vais passer le reste de ma vie à faire ça. Donc, je vais rentrer. Le Chili, c'était le grand centre de concentration de tous les exilés, enfin une bonne partie des exilés brésiliens. Donc, je dis, c'est l'endroit où on peut faire de la politique d'exil, au moins ça. Parce qu'Allende, notamment, avait une vision un peu socialiste, enfin, en tout cas, voulait installer une voie socialiste chilienne. Une voie socialiste démocratique, c'était son appel. Et vous pensez qu'il aurait pu le faire s'il avait eu le temps de le faire? Il l'a fait en partie, jusqu'à un certain point. Mais alors, j'arrive au Chili en très mauvais timing. Je suis arrivé au Chili exactement 10 jours avant le coup d'État. Donc, coup d'État de 73, où Pinochet a pris le pouvoir. Justement. Et là, il y a une situation, enfin, pendant 40 jours après le coup, malgré le fait que j'avais le passeport suisse et j'avais un ticket pour aller en Argentine, qui venait de rétablir aussi la démocratie après des années de dictature militaire. Je suis resté parce que j'avais une condition un peu spéciale. Je me déplaçais très facilement. Le passeport suisse était pratiquement une espèce de sésame. De carte libre pour circuler. Et j'ai pu aider beaucoup de Brésiliens et d'autres citoyens d'autres pays à entrer dans les ambassades pour se réfugier et partir du Chili. Il y a au moins une centaine de gens qui ont été aidés de cette façon, pas seulement par moi. J'ai organisé un petit réseau de bénévoles volontaires qui ont assumé ce travail. Et après un certain temps, ça est devenu un peu trop dangereux, je suis parti en Argentine. J'ai essayé de rester en Argentine pendant un certain temps. Après, ça a commencé à dégringoler aussi, alors je suis parti en Europe. Et là, c'est là que je commençais en France à étudier pas l'agronomie, en effet. C'est ce que j'aurais dû faire. Mais j'avais une presque
j'étais presque un ingénieur chimiste, mais il me manquait très peu pour me former. Mais le type de cours en France était différent du nôtre. Alors, en même temps, j'en avais marre de la chimie. Donc, j'ai décidé de faire l'économie. Donc, j'ai fait un cours rapide de graduation en économie et une maîtrise sur le développement rural, l'économie du développement rural. Et j'ai commencé un doctorat, mais qui n'a jamais terminé parce qu'il y a eu l'amnistie et je suis retourné au Brésil. Donc c'était un changement de cap important parce que si je peux dire que la dictature a fait quelque chose de bien, c'est qu'elle m'a empêché d'être un ingénieur chimiste. Je serais un malheureux ingénieur chimiste. L'économie agricole et le développement rural, ça m'intéressait, mais quand je suis rentré au Brésil, j'ai commencé à travailler avec des organisations paysannes. Qu'est-ce qui vous a poussé à travailler avec des organisations paysannes et dans l'agriculture? Qu'est-ce qui a été votre motivation à ce moment-là, au moment où vous êtes retourné au Brésil? Oui. Je veux dire, chercher le développement rural, c'était une espèce de... Il y avait une question théorique qui tournait dans ma tête en ce moment. C'était l'idée de... Dans ce qu'on projetait pour le futur, une révolution brésilienne, un changement de structure. Quel serait le rôle de différentes classes sociales? Bon, ça ne serait certainement pas ni la révolution française, ni la révolution russe, ni la cubaine. Mais enfin, ce sera quoi exactement? Quel serait le rôle du paysanat? Le Brésil, c'était encore un pays où il y avait 5-6 millions de familles paysannes au début des années 70, des années 70. Et donc, c'était une masse importante. Une agriculture qui n'avait pas l'importance qu'elle a aujourd'hui, mais elle avait déjà une agriculture importante. Donc, il faut connaître mieux qu'est-ce que c'est ce paysanat, qu'est-ce que c'est cette économie. L'économie rurale en général et l'économie familiale en particulier. Alors, j'ai commencé à étudier ça théoriquement, ici en France, et j'ai travaillé sur le même thème à l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique du gouvernement français, pendant 4 ans, 5 ans. Donc, je suis rentré au Brésil avec quelques idées en tête de qu'est-ce qu'était l'agriculture brésilienne et qu'est-ce qu'elle devait être. Et je commençais un peu à chercher des contacts avec des organisations paysannes. J'ai travaillé surtout avec des bases de contact de la jeunesse catholique et des mouvements catholiques ruraux. Et après, les mouvements syndicaux d'opposition, etc. C'était le moment de la libération au Brésil. Donc là, c'est dans les années 80, c'est ça Hein? C'est dans les années 80 Oui. Donc, et c'était intéressant parce que c'était une motivation militante qui est devenue un défi intellectuel et un défi personnel aussi. Et là, j'ai commencé à travailler sur une stratégie qui était très large du point de vue concept, ce qu'on appelait la technologie appropriée pour les paysannats. Donc, les technologies appropriées touchaient toutes sortes de thèmes possibles. Donc, la qualité de l'eau, la captation de l'eau, l'électricité, le assainissement, enfin, la construction des maisons, enfin, toutes sortes de choses, et l'agriculture. On a commencé à toucher tous azimuts. Et après 3 ans, je me suis dit, on se perd. Il faut concentrer sur ce qui est absolument essentiel. Et l'essentiel, c'est justement les moyens de production. C'est-à-dire, qu'est-ce que le paysan fait? Il plante, il élève du bétail, des animaux, etc. Donc, il faut trouver des bonnes solutions aux problèmes agricoles de cette paysannerie. Et je travaillais surtout au nord-est brésilien, c'est une région semi-aride. Alors, en analysant ces questions, on a tombé sur une solution qui était ce que vous appelez ici l'agriculture bio. Au Brésil, c'est l'agroécologie. Donc, c'était une formulation qui nous permettait de maintenir une bonne productivité, avec des bons rendements, avec moins de coûts, et dont l'élément complicateur, c'est qu'elle était exigeante en main-d'œuvre, du point de vue quantité-qualité.
Donc, il fallait beaucoup de formation. Ce n'était pas quelque chose, c'était facile à disséminer. Donc, on s'est dit, ce n'est pas un mauvais problème. Ça, c'est quelque chose on peut travailler avec. Parce qu'à l'époque, c'était une agriculture paysanne familiale, mais il y avait aussi de l'agrobusiness déjà qui accaparait les terres. Alors, il a toujours dominé dans l'espace productif brésilien. Il faut se rappeler que le pays a commencé à exister avec des plantations de canne à sucre. Donc, c'était la première grande entreprise capitaliste agricole du monde, c'était la canne à sucre au Brésil. Donc en 1530, 1540. Donc toute l'histoire du pays, c'était l'histoire de l'occupation du territoire par l'entreprise agricole de grande proportion. Donc ce qu'on appelle l'agrobusiness maintenant. Et donc le paysanat, il vivait un peu dans les interstices, dans les espaces en marge, comme le pays est énorme. Tu vois, la paysannerie, elle marchait en avant de la grande propriété vers l'ouest. Donc, elle était toujours reprise, les terres qu'elle avait déblavées, etc., étaient reprises par les grands. Donc, c'est un système qui est pratiquement à la fin en ce moment. On assiste les derniers mouvements d'affrontement entre petits, moyens et grands paysans pour des espaces, pour des territoires ruraux. C'est-à-dire qu'il y a des... Parce qu'il y a beaucoup moins d'espace où les gens peuvent se réfugier, disons. Abandonner où ils étaient parce que les grands sont venus pour une autre histoire. Parce que les grands sont venus de toutes parts maintenant. D'une façon ou d'une autre, il y a de plus en plus de conflits pour l'accès à la terre, même temporaire. Donc il n'y a plus d'interstice dont vous parliez. Voilà. Donc c'était un peu ça. C'était une découverte importante théoriquement. Mais comment faire l'agroécologie techniquement, méthodologiquement? C'était un défi gigantesque. Mais surtout qu'à l'époque, ça n'existait pas vraiment. Ça n'existait pas. Il y avait très peu. Vous étiez précurseur. Il y avait très peu. Et les modèles qu'on pouvait voir, c'était des choses qu'on disait, ça ne marche pas pour nous. Donc j'avais vu ça en France, j'avais vu ça aux États-Unis, au Canada, etc. C'est pas ça. Il faut quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus proche des conditions spécifiques physique, matérielle, environnementale, etc., et sociale. Donc, c'était une découverte vachement importante. Et on a passé des années à développer une méthodologie, une approche de comment faire la transition des systèmes traditionnels paysans pour des systèmes bio qui marchent bien, qui sont bien intégrés entre eux, internement et entre eux. Ça nous a fait une gigantesque expérience. Et ça m'a vraiment bien marché, avec énormément d'erreurs. On ne peut pas imaginer la quantité de conneries qu'on a fait. Mais finalement, on a dépassé des exercices, des essais, corrections, etc. On a dépassé les problèmes. Et on peut dire qu'aujourd'hui, on a développé une méthode, une approche extrêmement importante pour le développement agricole en grande échelle. Et qu'est-ce que ça représente concrètement en nombre de paysans? Dans notre groupe de travail, particulièrement l'ONG que j'ai créée, s'appelle Agriculture familiale et agroécologie, ASPTA, c'est le sigle. Bon, la SPTA travaille au nord-est avec un projet de quelques 5000 paysans, familles. Dans le sud, au Paraná, c'était un grand projet de 10 000 paysans qui a bien marché jusqu'à un certain moment. Il a entré en crise justement au moment du premier gouvernement de Lula. Et ça, c'est une histoire intéressante parce que c'est le choc entre les intentions du gouvernement et la réalité du paysan. Vous pouvez l'expliquer maintenant. Oui, c'est simple. Avant que Lula gagne l'élection, on avait fait dans les années... Donc c'était en début de... 2002. Dans la décade de 90, on avait fait un gigantesque travail dans cette région du centre-sud du Paraná, de l'État du Paraná. À la fin, il y avait 10 000 familles dans le groupe. Ça a commencé avec 200, 300 personnes. Et on a réussi à pratiquement substituer tous les intrants
qui étaient utilisés dans la production de ces familles. Donc il n'y avait plus de fertilisants chimiques, il n'y avait plus de pesticides et d'autres biocides. Les semences étaient utilisées des variétés traditionnelles améliorées par les paysans. Donc on avait un système qui était combiné de différentes espèces avec un dessin qui permettait un équilibre énorme dans le système, des synergies très positives. Donc tout cela marchait bien, très très bien. Et on avait beaucoup d'espoir avec l'élection de Lula en 2002, que ça allait encore mieux après. Mais la question, c'est que les gens qui ont été qui étaient responsables de la politique agricole pour l'agriculture familiale, ils ne comprenaient pas grand-chose de cette question d'agroécologie, etc. C'était des braves gars, il y avait énormément de bonnes intentions. Ce qu'ils ont fait, c'est de dire, on va faciliter le crédit à la paysannerie. Alors, eux, ils feront ce qu'ils voudront. Donc, ça ne marche pas comme ça. Donc, ils ont vraiment facilité, ils ont distribué énormément d'argent comme crédit. Mais les banques sont responsables pour cela. Les banques font des exigences. Ils ont fait des exigences. OK, on vous donne l'argent, mais il faut appliquer les systèmes de production qui sont développés par le centre de recherche du gouvernement, parce qu'on a confiance dans ces mecs. Donc, c'est normal. Ils ne connaissaient pas. Je me rappelle d'avoir discuté avec des gérants de banques dans le Sud pour leur expliquer, écoutez, ce système, il fonctionne. Je les montrais en pratique, il fonctionne bien, on n'utilise pas beaucoup d'argent, etc. C'est des crédits relativement mineurs. Mais le gars disait, non, rien de ça est confiable scientifiquement. Vous ne pouvez pas le prouver scientifiquement. Je dis, oui, je peux. Donne-moi le temps et l'espace, on peut le prouver. Et surtout, pratiquement, il est évident. Mais ça ne marchait pas. Donc, et c'est logique, je pense que c'est logique. Le gars, il est responsable du prêt qu'il fait. Donc il dit, bon, je vais prêter un système que je ne connais pas, que bon, la science ne le prouve pas, bon, donc finalement, il ne donnait pas. Et donc, ils ont posé des exigences de production intensive. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé? Les paysans, et surtout, il y avait un système d'assurance qui aussi exigeait la même chose, qui disait, écoutez, on assure votre production si vous faites selon les techniques dites modernes, etc., etc. Ce qu'il y a eu, c'est que dans une région, il y avait 10 000 paysans qui étaient imbriqués dans les systèmes de production bio. Ils font marche arrière. Ils sont retournés au système conventionnel parce que, bon, avec le crédit facilité, avec l'assurance, etc., c'est plus sûr d'être... En plus, il y a eu une sécheresse affreuse à ce moment. Tout le monde qui était garanti par l'assurance était payé, ceux qui n'étaient pas, étaient en mauvaise situation. Donc, c'était vraiment une circonstance très difficile. C'est un projet qui a fait un recul énorme. Donc, c'est une seule chose que j'ai essayé de démontrer après. En faisant des études scientifiques ou des... Voilà, avec des choses, je dis, écoutez, et en fait, même le système du gouvernement de recherche, il a des secteurs qui ont embarqué dans l'agriculture bio, qui ont des expériences importantes. Donc, mais c'était malheureux, on a perdu. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas des masses et des masses de paysans. Il y a 4 millions à peu près, un peu moins, de paysans, de familles paysannes, qui survivent. Il y a, entre ces 4 millions, il y a peut-être 200 000 qui sont dans l'agriculture bio. Et il y a autour de 400 500 000 qui sont dans différents degrés de transition, d'une façon différenciée. Et justement, l'idée dans ce nouveau gouvernement maintenant, c'est de faire un saut en avant, de doubler le nom ou tripler en 3 ans. Et donc, il y a une volonté, donc, effectivement, du nouveau gouvernement Lula de passer au bio c'est vrai. À plus grande échelle. Ce qui n'est pas évident encore, parce que c'est un nouveau gouvernement, c'est comment ils pensent faire ça. Et ça, c'est très important, parce que justement, l'expérience du passé, simplement de donner distribuer du crédit facilité, n'a pas été exactement positive. On va voir comment ça va se faire. Et j'imagine qu'il y a aussi des pressions des groupes de l'agro-industrie qui
veulent maintenir leur production. Il y a aussi des... Oui, c'est-à-dire que, en fait, j'ai un peu l'impression que pendant longtemps, le secteur industriel de l'agrobusiness, c'est-à-dire les producteurs de pesticides ou de fertilisants ou de semences, ils ne se sont pas tellement préoccupés de ce qui se passait avec la petite paysannerie. Parce qu'il y avait déjà un très grand client avec la grosse production nationale, etc. Il y a eu des moments où il y a eu des accrochages. Ils préféraient certainement que tout le monde était soumis à la même logique. Mais on a eu des moments où j'ai négocié avec des gars et du gouvernement et du secteur de semences, par exemple, pour leur dire, écoutez, vous ne pouvez pas retirer aux paysans le droit de produire leurs propres semences. En plus, ça ne fait aucune différence économique pour vous. Donc, ça se passe comme ça. Ce n'est pas significatif. Et finalement, ils ont laissé tomber. Donc, il y a des espaces. Mais c'est vrai qu'en principe, l'agrobusiness veut dominer absolument tout. Donc, où ils ont la force de le faire, ils imposent leurs moyens de leur système. Dans l'économie brésilienne, aujourd'hui, l'agriculture représente quelle part Bon, l'agriculture au sens strict, ça doit faire 20 quelques pourcents, 22, 24%, au sens strict, c'est-à-dire la production primaire. Mais si tu prends tout ce qui est, on peut classer comme agro-business, parce que l'input, un business, un agro-business, les pesticides, fertilisants, secteur semences, tracteurs, machinerie, etc. Tu prends tout ça ensemble, ça doit facilement être sur les 33-35%. du PIB brésilien? Pardon? C'est 35% du PIB brésilien. Voilà, du PIB. De l'économie, ouais. Ouais. Donc c'est effectivement le secteur le plus important, j'imagine. Le secteur le plus important, c'est le commerce. Mais je disais, c'est beaucoup plus important que l'industrie. Si tu prends l'industrie, elles sont strictes, elle doit être autour de 14%. 14% maximum. Donc, il y a une partie, c'est l'industrie de l'agro-business. Donc, ça se trouve dans les deux catégories. Mais ils ont énormément de pouvoir. Énormément de pouvoir. Donc, d'influence sur les politiciens. Ouais, ouais. Comment ça se concrétise? Comment ça se... Il y a... Ça, c'est une longue histoire, compliquée sociologiquement. Un des héritages du système électoral brésilien, un héritage de la dictature militaire, c'est qu'ils ont découpé le pays. Enfin, le pays est découpé en États, mais ce sont du temps des militaires qu'ils ont établi quels sont les quotas de députés à la Chambre fédérale que chaque État doit envoyer. Et ça a fait un déséquilibre brutal. Parce que je dirais que l'économie du pays, l'économie et la population du pays sont concentrés dans le sud-est, São Paulo, Rio, Minas Gerais, et le pouvoir dans la Chambre est concentré entre le nord, nord-est et le centre-ouest. Donc, ils sont des régions beaucoup moins industrialisées, plus rurales, etc. Donc, les zones rurales qui ne sont pas numériquement très importantes, 4 millions de familles de paysans, plus peut-être 2 millions de travailleurs agricoles, ça ne fait pas un électorat géant. Tu vas dans un pays où il y a 150, 160 millions de personnes qui votent à chaque élection. Donc, mais le fait qu'ils sont distribués de cette façon, pour te donner un exemple, pour élire un député à São Paulo, il te faut 250 000 voix. Pour élire un député dans l'État de Acre, ou Rondônia, c'est une zone de l'extrême nord, nord-ouest, faiblement peuplée, pratiquement il y a plus de bœufs que de gens, donc tu as besoin de 5 000 voix. Donc c'est extrêmement facile. C'est extrêmement facile. Donc en fait, c'est comme ça que le contrôle de la Chambre des députés est entre les mains non seulement de l'agrobusiness, mais enfin de cette décentralisation qui retire beaucoup le pouvoir. Ça existait ailleurs. En France, je me rappelle quand j'habitais à la France,
qui est la soi-disant ceinture rouge de Paris. Enfin, il y avait un vote puissant pour le Parti communiste français, mais qui, proportionnellement, représentait très peu dans la Chambre des députés. À peu près la même logique. La Suisse a beaucoup d'entreprises qui sont actives dans l'agrobusiness, notamment Nestlé, Syngenta. Est-ce que vous avez été témoin d'actions de ces entreprises suisses au Brésil de diverses manières? On a parlé d'UBS aussi qui aurait cofinancé à travers une joint venture de grands producteurs brésiliens de viande et de soja. C'est quelque chose que vous avez pu constater sur le terrain? Il fallait regarder de plus près Nestlé. Vraiment, je n'ai pas une information précise. Syngenta n'est plus une entreprise suisse, que je sache. Ils sont encore en Suisse, en tout cas. Ils sont ici, oui, mais je pense que les Chinois commandent. C'est propriété de Chinois, ouais. effectivement. Mais non, non, c'était le cible favori avec Monsanto pendant toute la campagne des années 80, 90 et le début du siècle. Quoi. On a fait moi, j'étais à la tête de cette campagne contre l'utilisation des produits transgéniques. OGM. OGM. Donc, oui, c'était un cible. Et ça en est où, justement, cette production d'OGM au Brésil? En fait, j'ai l'impression qu'on peut dire qu'on a gagné sur le point de vue de la... Oh, je dis, nous, là, tout le monde qui était contre l'utilisation des OGM, c'était le mouvement des consommateurs, les petits paysans, bon, les nutritionnistes, les médecins. Il y avait beaucoup de monde qui était dans cette campagne. On a gagné sur le point de vue de la démonstration de ce qu'on disait. Et oui, c'était effectivement ce qu'on disait. Vous allez planter du soja OGM, vous allez avoir des problèmes gigantesques de contrôle des herbes, de mauvaises herbes en 3, 4, 5 ans. Et c'est fait. C'est le cas. Au Brésil, ils n'arrivent pas à contrôler, ils utilisent de plus en plus de pesticides, ils ont de plus en plus de problèmes. Donc, c'est une démonstration vraiment très, très claire sur le point agronomique et sur le plan économique. Mais le fait, c'est que c'était une victoire à Pyrrhus pour nous, parce qu'ils sont là. Ils ont brisé le système de contrôle qu'on avait mis en place, et maintenant, c'est pratiquement tout libéré. Le soja brésilien, il y en a relativement peu qui n'est pas OGM. Et maintenant, il y a la dernière tentative qu'ils font. Maintenant, on a réussi à bloquer le riz OGM. Mais maintenant, ils sont en train d'essayer de planter le blé OGM. C'est le premier blé OGM du monde. Donc, même aux États-Unis, où ils ont des variétés, pour cela, Monsanto a des variétés de blé OGM. Mais la résistance des industries du blé aux États-Unis, on dit non, pas question, ça n'a pas passé. Donc, alors qu'au Brésil, c'est en train de... Ça a formellement passé. On va voir encore si on réussit à leur faire reculer. Ça a passé à la fin du gouvernement de Bolsonaro. Et ce n'est pas des méthodes absolument non scientifiques. Il y a des rapports faits par des scientifiques qui sont complètement falsifiés. Donc, mais comme il n'y a pas de discussion sérieuse sur le thème, ça passe dans une commission, il a voté, et un point tout. On a essayé de promouvoir maintenant une réflexion et une révision des décisions. Non pas seulement cette décision sur le blé, mais faire une révision de toutes les décisions faites jusqu'à aujourd'hui sur les OGM au Brésil. Et ça, le gouvernement de Lula, le nouveau gouvernement, il est... On verra bien. Il a été très mauvais pour ça. Dans sa première version, c'était... En fait, dans le gouvernement social-démocrate, avant Lula, on avait réussi à bloquer la libération des OGM. Lula était le premier à le libérer. Donc, c'était une bataille de dingue. Donc, l'actuel ministre de l'Environnement, Marina Silva, c'est une personne très sérieuse, elle était ministre à ce moment. On a travaillé beaucoup avec elle, et à la fin, elle me disait « Je me sentis trahi ». Je dis « Oui ». Et là, quand on est trahi comme ça, c'est mieux de quitter le gouvernement.
Est-ce que les variations qu'il y a sur le marché des matières premières, du blé, etc., en lien à la guerre en Ukraine, a un impact sur l'économie brésilienne? Je parle. Je pense que le principal impact, c'est sur la question des fertilisants. Le Brésil est terriblement déficitaire pour un pays qui est tout à fait braqué sur le système conventionnel d'agriculture, qui utilise massivement des intrants et massivement des fertilisants. On est complètement dépendant. On importe 80% de tous les fertilisants qu'on utilise au Brésil. On a très peu de production nationale. Et on a très peu de possibilités de produire à partir des minéraux. On a des bases minérales qui n'est pas bonnes pour ça. Donc on est dépendant du Canada, du Maroc et de l'Ukraine et de la Russie. Donc le fait qu'il y a eu un blocage en ce moment, au moment de la guerre, il y a eu une pression énorme sur les prix au Brésil. Mais il faut dire que ce n'est pas seulement à cause de la guerre, ça vient de loin. La pression des prix, les prix des fertilisants ne cessent de monter. Il n'a pas un rapport ni entre production, demande, etc. Il est défini par le fait que les réserves de minéraux sont en train de terminer. Donc, c'est une offre, l'offre diminue, quoi. L'offre ne suit pas. Donc en 2008, par exemple 2008-2009, il y a eu une baisse de production générale dans le monde. Le prix des fertilisants continue de monter. Donc pour nous, la solution, si on veut maintenir la solution bio, même pas nécessairement le bio total, mais disons, si on prend une solution bio pour la question fertilisant, il y a des possibilités nationales, mais pas minérales. Donc, ça pourrait résoudre deux problèmes à la fois. On a un énorme besoin d'investir sur l'assainissement, surtout des égouts et des ordures. Il y a un déficit de plus de 60% d'investissement dans ce cas. Donc, et si on fait ça, et on fait des usines de compostage massivement, on a déjà de la technologie, ça a déjà été fait, des recherches du gouvernement, depuis les militaires, on étudiait ça. Donc il y a le savoir-faire technique pour faire massivement national une production d'entrants. L'agrobusiness ne veut pas, parce que leur pose des difficultés. C'est beaucoup plus facile que tu prennes un sac de NPK, de fertilisants chimiques, et tu le passes dans son tracteur et tu passes son truc, la quantité que tu travailles avec le bio est beaucoup plus grande. Donc ça va donner beaucoup plus de travail, ça va être un peu plus cher, mais de toute façon, ça serait beaucoup moins cher que l'importation qu'on fait aujourd'hui. Donc c'est logique, il devait être appuyé par le secteur de l'agrobusiness. Devait. Mais ils ne sont pas nécessairement les plus intelligents comprennent ça, mais la masse de ces producteurs-là ne fonctionne pas nécessairement par une optique de l'intelligence. Mais donc la pression liée à la conjoncture ukrainienne fait que peut-être ça sera une bonne occasion aussi de pousser cette agriculture biologique sans engrais. Ça pourrait avoir. C'est une chose à voir parce que dans ce gouvernement actuel, tout est un peu à définir. C'était une élection extrêmement difficile. Il a gagné, il a dû faire appel à des forces beaucoup plus à droite pour gagner l'élection. Donc il faut qu'il réponde à cet appui, et c'est normal. Et je pense que c'était nécessaire de faire ça pour éviter le mal suprême que serait la victoire de Bolsonaro une deuxième fois. Donc, mais on ne sait pas tellement jusqu'à quel point, quel est le niveau de concession qu'il faudra faire. Je pense que c'est intelligent pour tout le monde, une solution bio pour même si le reste des choses qu'ils font, c'est pas exactement, c'est continuer à mettre des pesticides, mais c'est déjà un pas. Vous avez été très engagé également contre Bolsonaro. Ah oui. Il a été décrit très négativement en Europe aussi.
Est-ce que son mandat a vraiment été si catastrophique que ce qu'on dit dans les médias ou concrètement sur le terrain? Je pense qu'il va falloir quelques années ou peut-être décades d'études pour comprendre le niveau de destruction qui a été produit au Brésil. Parce que à chaque moment, on est stupéfait d'une nouvelle information qui nous explique, qui nous informe le ton de mal qui a été fait ici et là dans différents départements. Tu touches n'importe quel point de la vie nationale, soit le scientifique, l'économique, le social, enfin l'habitude des gens, etc. Tout a été pourri. C'était quoi? C'était de l'incompétence, l'idéologie Je pense qu'il y a un mélange d'incompétence, mais surtout il y avait une idéologie de destruction. D'ailleurs, il ne l'a pas caché. Il a dit « Je ne suis pas là pour bâtir, je ne suis pas là pour détruire ». Donc, en plus, il disait, même avant ça, il disait « Je ne suis pas un spécialiste de la vie, je suis un spécialiste de la mort. Je suis un militaire. Ma spécialité, c'est tuer. » Donc, il est fidèle à ses mots. Il a fait ça pendant tout ce temps. Donc, c'est une brute. Je pense qu'on a eu du mal à comprendre que derrière la brutalité, la stupidité, l'incompétence, il avait un but bien tracé de détruire. Tu vois. Et il l'a fait. Mais pour servir quels intérêts? Les Américains? Je pense qu'il y avait, à mon avis, il y a d'abord son intérêt à lui-même. Donc, il est un personnage qui est né dans une situation très particulière dans les élections de 2018, la crise entre 2013 et 2018, où il a surgi. C'était un personnage minable depuis 20 ans au Parlement. C'était un objet de rire, tu vois, moquerie. C'était méprisable. Et soudainement, le méprisable devient un candidat à la présidence, crié par tout le monde comme le mythe. Comment ça s'est passé, quoi? Et le fait, c'est que dans la crise, elle avait plusieurs aspects. Un, c'est qu'elle démoralisait la politique. Donc c'est une crise économique qui a débuté en 2014. Non, il y a eu une crise économique, oui, c'est vrai, le deuxième gouvernement de Dilma Rousseff. Mais en même temps, ça venait avec une crise sur le système parlementaire, donc où le peuple en général était très déçu, surtout des gouvernements de Dilma Rousseff, donc des gouvernements de gauche. C'était en lien à l'affaire Petrobras? Il y avait l'affaire Petrobras, il y avait d'autres choses. Et surtout, il y avait une crise économique très grave. Et alors, elle a responsabilisait les politiciens en général. Et le mec là, Bolsonaro, il se présentait l'antipolitique. Le gars qui était politicien, ça faisait 20 ans. Il disait, je suis antipolitique. Donc c'était son... Deuxièmement, il y avait un problème sérieux là. Il y avait un mouvement très fort des églises protestantes néo-pentecostales qui poussait la pression contre le changement de costumes. Costume, ce n'est pas le mot correct en français. Des habitudes, donc, ou des usages. Donc, contre l'avortement, contre le sexe libre, Enfin, ça c'est une histoire des années 60. Enfin, contre les différents... Des enjeux de société, effectivement, l'homosexualité. Enfin, les LGBT et tout ça. Et les indigènes ils avaient plus de terres que le reste du pays. Et enfin, l'environnement qui était un discours de fou. Enfin, il y avait toute une série de choses qu'ils attaquaient, qui étaient chères à des secteurs importants de gauche et qui étaient fortement attaqués par ces groupements religieux. Bolsonaro l'a sauté dans ce bateau-là. Il a répété le même discours, tu vois. Oui, on veut la famille traditionnelle, on veut finir avec la législation sur l'avortement au Brésil, c'est très restrictive.
Mais même ces restrictions-là, ils ont fait campagne pour l'annuler. Donc, et ça va dans le même sens. Enfin, la peine de mort qu'ils voulaient remettre en cause, l'utilisation des armes, la facilitation de l'utilisation des armes, tout cela, ça faisait partie d'une soupe culturelle que Bolsonaro a nagé. Il s'est approprié de tout cela. Donc quand il a monté au pouvoir, y compris avec l'appui des militaires, du secteur de ce qu'on appelle au Brésil le parti militaire l'a appuyé pour qu'il arrive au pouvoir. Alors, tout le monde croyait qu'il serait contrôlé, qu'il était une espèce de marionnette. Donc les militaires croyaient qu'il le ferait danser sa musique. Le secteur financier qui était très important, qui a fait son ministre des Finances, le ministre de l'Économie, Paulo Guedes, croyait que Paulo Guedes allait montrer à Bolsonaro qu'il fallait faire les réformes néolibérales à l'extrême que lui, enfant de Chicago, il avait comme proposition. Et tout ça, c'était faux. Bolsonaro, c'est Bolsonaro. Donc, il ne fait pas le jeu de quelqu'un. Il fait son propre jeu. Il utilise les autres. Donc, c'est pour ça qu'à ce moment de l'élection, une bonne partie du secteur industriel brésilien et même du secteur financier appuyait Lula. C'est-à-dire, ce mec, il est vachement dangereux. Parce qu'il est en train de détruire et détruire et détruire. Et il n'y a rien en place. Donc, chaque fois, ça va être dur. Tu vois. Je ne serai pas vivant au moment où tout sera rétabli. Vous pensez qu'il est derrière le coup d'État ou la tentative de coup d'État de janvier contre les institutions de Brasilia? Je pense qu'il était parti de l'articulation pour donner le coup, mais pas le coup précisément à ce moment. Il a essayé de monter un coup avant qu'il perde la présidence, ce qui est logique. Quand il était président, c'était facile de donner un coup que 8 jours après. Donc, il a fait toute une articulation, il va être jugé pour cela d'ailleurs. Il a fait toute une articulation pour monter, sauf il y a un problème. Il n'a pas eu l'appui de l'état-major militaire, de l'armée. L'état-major de l'armée a dit, pas question, on ne bouge pas. Et il n'a pas eu le courage de passer au-dessous et appeler au commandement de deuxième lieu. Donc les généraux de division, les colonels, etc., qui sont tous bolsonaristes à mort. Mais là, ce serait une révolution. Ce ne serait pas simplement un coup d'État, c'est une révolution. Parce qu'il fallait vider tous les généraux du haut commandement. Il n'a pas eu le courage de le faire. Et donc les choses sont restées paralysées. Et comme ça, il a voyagé pour les États-Unis, en dépression, je ne sais pas quoi, etc. Mais je pense que c'est les gens les plus actifs, les plus, disons, décidés de son mouvement, ont décidé de suivre le cours. Donc, ils ont monté, ils étaient convaincus qu'ils allaient pouvoir. Mais c'est important de faire attention. Ils savaient que le haut commandement ne ferait pas l'intervention. Donc, ils ont appelé directement au commandement des casernes, les colonels. Donc, ils ont monté des campements autour des casernes dans tout le pays, avec des militants qui étaient là pour dire « on veut l'intervention militaire ». Et après un certain temps, on ne parlait pas de Bolsonaro. Donc, on avait oublié Bolsonaro. On veut les forces armées au pouvoir. Donc, ils étaient convaincus aussi de deux choses où ils ont raté complètement l'analyse. Qu'ils pouvaient emmener des millions de personnes à Brasilia pour faire une manifestation décisive pour renverser le système, pour provoquer les militaires à l'action. Ils ont mis 3 000, 4 000, avec la coopération de la police de Brasilia, le gouverneur, etc. Ils ont fait les dégâts qu'ils ont faits. Mais qu'il n'y a pas eu de réaction. Donc, il y avait une certaine mollo d'attitude des militaires locaux, y compris des généraux. Mais ça ne suffisait pas.
Une chose, c'est de permettre qu'on détruise des choses. L'autre chose, c'est que tu interviennes avec tes forces pour faire la destruction et occuper le pouvoir. Donc je pense que ce n'était pas Bolsonaro possiblement qui a lidéré le 8 janvier. Je pense qu'il se présentait comme un intéressé dans le résultat, bien sûr, mais c'était une action des extrémistes de son propre groupe, très probablement. Quid de l'affaire des diamants saoudiens? C'est quelque chose qui est sorti récemment. Bolsonaro aurait importé des diamants d'Arabie Saoudite pour les offrir à sa femme en contournant les douanes. Ça, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est la pointe de l'iceberg. Aujourd'hui, il y a quelque chose comme 3000 cadeaux qu'il a reçus qui sont en investigation. Donc, il y a des... Et c'est intéressant parce que c'est la caverne d'Ali Baba. Parce qu'à chaque coup, il y a des diamants, il y a des émeraudes, des joyaux qui apparaissent. Il y a 150 visites entre des officiers, des gens de civils ou militaires du gouvernement Bolsonaro en Arabie Saoudite pendant les 4 ans de gouvernement. Ça n'a jamais existé. Si dans chaque gouvernement, il y a eu 1 ou 2 ou 3 visites, c'est déjà beaucoup. Qu'est-ce qu'ils ont fait 150 fois? Donc ça, on le sait ou c'est... Non, c'est sûr, c'est dans la presse brésilienne. Il y a des recherches faites par les douanes, enfin maintenant tout le monde parle. Donc c'est énorme. Donc probablement ce qu'il a fait, c'est de monter un système comment est-ce qu'on dit ça, de corruption dont le moyen de paiement c'était des joyaux. Donc ça n'a pas autre logique. Donc sauf s'il avait un délire, je sais pas, sexuel pour les joyaux, où il voulait se baigner dans des diamants dans une piscine, je sais pas. Donc, comme cela est improbable, ce qu'il a fait, c'était d'accumuler des ressources. Les joyaux qui sont venus dans la caisse qui a été prise à l'aéroport, ça coûte 16 millions de reais. C'est pas peu. Tu vois, ça devient ridicule ce qu'on accuse que Lula fait dans son immeuble de campagne à São Paulo, qui a coûté 25 000. Tu vois, 25 000 contre 16 millions. Donc, enfin, corruption, c'est corruption. Mais il y a une différence de taille gigantesque entre une accusation et l'autre. Donc. Alors justement, en parlant de corruption, il y a eu cette affaire Petrobras qui a secoué un peu le pays, comme on en a beaucoup parlé aussi dans la presse européenne. Alors peut-être en 2 mots, pour nos auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est, est-ce que vous pourriez résumer quel était le cœur de cette affaire et quelle en est la suite actuellement? Donc l'affaire de Petrobras, il est la suite d'une affaire antérieure qui a été dans le gouvernement de Lula. Il y a eu une accusation contre le Parti des travailleurs et d'autres partis d'État qui a touché le virtuel Premier ministre. Ça n'existe pas au Brésil, un Premier ministre. Mais l'équivalent, ce serait le chef de la maison civile. C'était un gars puissant du gouvernement Lula qui a été condamné dans ce procès. Le président du parti, 2 mecs qui étaient militants de mon temps. Un qui était de ma direction du mouvement étudiant, le président du PT, et l'autre qui était mon adversaire. Moi, je l'ai battu en élection, José Dirceu. Alors, à cette époque-là, le problème était toujours le même. Lula a été élu en 2002 avec une majorité de droite dans la Chambre, dans les 2 chambres, contre lui. Donc, il lui fallait, pour gouverner, conquérir un certain nombre de voix. La négociation avec les partis, officiellement, au Brésil, ça ne marche pas beaucoup. Parce que les partis ne sont pas des partis idéologiques, ils n'ont pas de programme. C'est un agglomérat de gens qui ont des intérêts virtuels et momentanés. Enfin, c'est très faible. Donc, ils ont préféré à l'époque les acheter un par un. Donc, ils ont distribué des bénesses
avec de l'argent qui venait illégalement d'entreprises, etc. Bon, ça circulait comme ça. Et ça marche, ça a été dénoncé, bon, voilà. Mais ça n'a jamais été... Enfin, il y a des gens qui ont été... Lula n'a pas été accusé. Et la répercussion politique de ce premier cas a été relativement petite. Lula a été réélu au beau milieu du jugement de ce procès sans problème. Il a fini son deuxième mandat avec 80% d'approbation, ce qui veut dire que pour la grande masse, ce n'était pas le problème le plus important, indépendamment de l'opinion de chacun sur le thème. Bon, quand Dilma Rousseff gagne l'élection, elle passe par le même problème. Elle a gagné les élections, mais elle avait une chambre de droite à négocier avec. Elle a préféré négocier avec les partis. Donc, ce qu'elle a fait, c'était de donner à chacun des grands partis qui ont fait la coalition gouvernementale le contrôle de certains appareils d'État. Ça pourrait être des programmes, par exemple, dans la Fondation nationale de santé, un programme de contrôle des sécheresses du Nord-Est, et la Petrobras, qui était la principale industrie de tout le pays. De pétrole, donc, production pétrolière. L'industrie nationale de pétrole. Donc, et plusieurs mecs d'un parti, le PMDB, c'est un parti de droite, qui était dans la direction de la Petrobras, ils ont monté un système de chantage auprès des fournisseurs de Petrobras ou des gens qui faisaient des concurrences avec la Petrobras et ont pris de l'argent pour favoriser un certain nombre d'entreprises. Et tout ça a pris une dimension beaucoup plus grande. Si on voit le volume de corruption que Bolsonaro a, de ceux qui ont déjà été identifiés dans les 4 ans de Bolsonaro, ce qu'ils ont fait, c'était des miettes. Mais de toute façon, c'était de la corruption. Ça, il n'y a pas de doute. Alors, quand tout ça a commencé à être dénoncé, alors il y a eu un phénomène absolument extraordinaire. C'est que les mecs qui ont monté les investigations, le juge Moreau, le Daragnol, etc., le contact avec les Américains, tout cela existait. Moi, j'ai eu des doutes à l'époque. Je me disais, c'est quand même un peu faramineux. Tout au Brésil, la gauche, tout au Brésil dit, c'est les Américains qui ont fait. Ça fait partie un peu de l'idéologie des gauches brésiliennes. Donc souvent, ça me paraît un peu exagéré. Mais il semble qu'effectivement, par l'investigation, surtout, je pense que c'est le monde diplomatique qui a fait une excellente enquête là-dessus, qui a fait une démonstration qui est vraiment de prime. Donc, de fait, il avait une intervention américaine dans le cas. Et Moro, pour quelle raison selon l'explication, je pense que l'explication qui a été donnée pour l'intervention américaine, celle-là me paraît moins claire. Il y a une question générale, parce que ce n'est pas unique ce qu'ils ont fait au Brésil. Ils ont fait ça un peu partout. Ça fait partie d'une décision, y compris parlementaire américaine, de monter un système d'alerte dans les pays où ils ont des investissements pour s'attaquer à la corruption, etc., etc. Une autre explication, c'est que c'est ciblé. C'est ciblé parce que les industries qui étaient, pas les industries, les entreprises qui étaient touchées par l'accusation, c'était les plus grosses entreprises brésiliennes d'ingénierie et qui étaient des concurrents à des entreprises américaines, non seulement au Brésil, mais ailleurs, dans l'Amérique latine, etc., etc. C'est raisonnable. La troisième explication me paraît moins évidente. Ce qu'ils disent, c'est que l'objectif final, c'était la destruction de la Petrobras. Alors, ça me paraît moins évident. Pourquoi ils voudraient... C'est pas véritablement un concurrent à l'industrie pétrolière effectivement, américaine. Le fait, c'est que la Petrobras, elle est là aujourd'hui, elle est la 7e plus grande entreprise de pétrole
malgré le fait qu'elle a perdu énormément dans la période de Bolsonaro. Mais du point de vue d'exploitation des ressources, elle a beaucoup de ressources encore, dans un univers où tout se réduit. Donc, le potentiel est important. Donc, c'est pas con d'imaginer, de penser que les Américains ont un œil sur ces réserves. Mais il y a moins d'évidence de comment ça se ferait. C'est là le point faible de l'argumentation. Mais le fait, c'est que la manipulation faite par Moreau et Dallagnol sur le système de corruption, qui, à mon avis, était plus que réel, c'est évident qu'il existait, il y a une explication donnée par la gauche, par le PT, par tout le monde, de nier tout, que tout ça c'est une invention. C'est une invention de la CIA, des journaux brésiliens, de la grosse presse brésilienne, de Moreau et d'autres, etc. Tout est inventé. Non, c'est pas tout inventé. Mais tout a été manipulé. Ça, c'est très évident. Ça a été vachement bien manipulé. Ils ont fait un sacré truc. Ils ont violé énormément les lois brésiliennes. Ils ont réussi où ils voulaient faire, c'était d'éliminer Lula des élections de 2018. Là, c'est une victoire. Mais en même temps, le prix à payer, c'est qu'il y a eu une réaction dans le milieu judiciaire brésilien. Et petit à petit, cette réaction a commencé à dire non, ça c'est pas la loi, ça c'est autre chose. Donc petit à petit, le fait c'est qu'en même temps, l'opération Lava Jato a touché un système de corruption important, mais en même temps, elle a fait tellement de violations de la loi brésilienne qu'elle a annulé son propre travail. Donc à la fin, aujourd'hui, le fait qu'ils ont fait tellement d'extravagances, si on peut dire, ou de violations de droits, c'est que le revers est de dire non, tout ça est annulé. Quand la justice brésilienne dit les procès sont annulés parce qu'ils sont techniquement corrects, ne veut pas dire qu'ils sont innocents, c'est-à-dire que les choses n'existent pas. Mais c'est comme ça qu'il est compris. Et donc aujourd'hui, ce système de corruption, de prébande, etc., existe toujours au Parlement ou ça c'est... Non, au Parlement, il a existé enfin, disons pour contrôler le Parlement. Oui. Ils ont monté un système différent. Aujourd'hui, la corruption brésilienne est une corruption parfaitement légale. Donc, c'est même une contradiction dans les mots, parce que si elle est légale, elle n'est pas corruption. Mais en fait, ça se passe comment? C'est l'État qui fait la corruption. Donc, le Parlement a voté un système de manipulation du budget national qui permet à que chaque député ou chaque sénateur, il a une tranche de 30 millions par an, ça peut être 100 millions par an pour le sénateur, où il désigne quoi faire avec cet argent pour que le gouvernement le fasse. Ils disent, on veut, je ne sais pas combien de millions pour le municipe tel, pour faire un pont, ou pour monter un hôpital. C'est leur propre décision. Ils décident qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils bénéficient de leur base électorale. Donc, c'est complètement fou du point de vue de la logique budgétaire de n'importe quel pays, parce que tu commences à emmietter un budget qui devait être pensé à niveau national et dire quelle est la priorité thématique, géographique, sociale, et dire on va mettre l'argent ici. Non, c'est pas ça. Chacun décide donc, quel municipe il veut pour faire quoi. Bon, ça c'est une partie. Mais la deuxième partie, c'était plus intéressant parce que celle-là, au moins, elle est ouverte. Elle est formellement ouverte, elle est déclarée. Qu'est-ce qu'il va faire, qui va faire. Il y a beaucoup de corruption là-dessus aussi parce que les concurrents sont dans les municipalités. Alors, normalement, c'est des entreprises, des parents, des amis, etc., qui gagnent les élections locales. Bon, là, les concurrences locales. Donc, ça, il y a la corruption locale directement. Mais l'autre facteur, c'est un autre type
de tranche qui est appelée la tranche des... On appelait ça le budget secret. Ça a été appelé le budget secret. Le budget secret, c'est que le président de la Chambre, il avait, ça a été coupé par la Cour suprême récemment, mais il a eu pendant 2 ans le pouvoir d'attribuer aux députés qu'il voulait un certain montant, qui c'était lui qui décidait aussi, pour qu'il l'applique comme il veut, sans que personne ne sache qui a reçu et qu'est-ce qu'il a fait de l'argent. Il ne prend pas dans sa poche, il le remet dans une activité quelconque dans un municipal. Mais on ne sait pas quel municipal, pourquoi, etc. Il y a eu vraiment une vague de dénonciations, de questions, etc. Mais ça restait quand même très, très, très nuageux. Il y a eu très peu d'informations qui ont vraiment filtré. Finalement, la Cour suprême a prohibé. Il faut, au nom de la transparence, ça n'existe plus comme système. Ils sont en train de remonter une autre formule. Et je pense que probablement le gouvernement Lula va être coopératif à trouver une formule. Parce qu'ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ce système pour arriver à s'acheter un appui. Ça fonctionne comme ça. Le problème, c'est que ce n'est pas le président de la République qui fait la distribution d'argent. C'est les étages inférieurs. C'est le président de la Chambre qui fait la distribution. Donc il est énormément entre les mains de l'actuel président. C'est une fripouille. Donc c'est vraiment un personnage des plus sinistres. Alors il y a une autre thématique, c'est la dernière que je voulais aborder avec vous ce soir, qui revient souvent concernant le Brésil, c'est tout ce qui concerne l'Amazonie, évidemment, la déforestation en Amazonie, etc. Et puis là, ça concerne aussi, évidemment, votre thématique de prédilection. Où ça en est actuellement? Quels sont les enjeux sous le nouveau gouvernement Lula autour de cette déforestation? Le cas de l'Amazonie, il est beaucoup plus dramatique de ce que se rendent compte les gens au Brésil, au gouvernement brésilien, ou ailleurs, ou dans les pays qui sont concernés avec l'Amazonie, etc. Le fait, c'est qu'il y a, surtout depuis Bolsonaro, il y a eu la création d'une espèce de terre sans loi, des territoires sans loi, des territoires où il n'y a pas la loi du pays ne se manifeste pas, c'est-à-dire il est interdit, il a toujours été interdit de brûler la forêt amazonienne, sauf dans des régions très précises, des propriétés avec de l'autorisation de l'Institut national de l'environnement, etc., de faire une chose légale. Non, moi, on a brûlé des kilomètres carrés et des kilomètres carrés de forêt sans que rien ne se passe. Et les systèmes de contrôle, des feux de forêt, qui sont des systèmes virtuels, ils ont été très précis. Et comme c'est un système virtuel, ils pouvaient exactement dire, et ils ont dit à toute la population brésilienne, il y a le feu illégal ici, y compris le nom des gens qui l'ont fait, dans quelle propriété, etc., etc. Ils ont localisé tout. Alors qu'est-ce que le gouvernement a fait? Il a limogé le président de c'est un service public. Limogé les mecs et ont dit aux autres, tout ça c'est faux, on va acheter un nouveau programme. Ce programme-là n'est pas bon. Alors le programme américain, qui est encore plus précis que le nôtre, disait non, c'est correct. C'est perfectement correct. Mais le fait qu'on sache où le feu brûle n'élimine pas le feu. Il faut envoyer une brigade d'incendie, il faut envoyer des gens pour punir les mecs qui l'ont mis le feu, etc. Et ça, le gouvernement a paralysé l'Institut de l'environnement, donc le gouvernement de Bolsonaro. Donc, il n'y avait pas de contrôle. Et s'il y avait de contrôle, il fallait emmener la police fédérale. Alors, les mecs qui mettaient le feu, au niveau local, ils avaient l'appui de la police fédérale. Le ministre de l'Environnement les appuyait aussi
pour les coupeurs de bois illégaux. Pourquoi il y avait ces appuis? C'était parce pour des raisons économiques bien sûr, production bien sûr. agricole sur ces zones. Le brûlage, le système d'exploitation de la forêt est le suivant. D'abord viennent les gens qui exploitent les bois de qualité. Alors, ils coupent les arbres au milieu de plusieurs autres, les arbres précieux, les retirent et les vendent. C'est illégal. Après ça, ils mettent le feu. Il y a d'autres gens qui viennent, qui sont intéressés dans ces mêmes terres, ils mettent le feu. Non. Ils passent un système qui est un abattage d'arbres. C'est deux caterpillars géants avec un courant entre les deux qui coupe tout. Il est en train de raser la forêt. Une fois la forêt sur le sol et un peu séchée, on met le feu. Après, alors il y a le gars qui vient pour occuper cette terre, qui plante, normalement, il plante du soja pendant 3 à 4 ans, et après, c'est les bœufs. Donc, c'est un peu le système. Et après, un certain nombre d'années, ça ne donne plus rien. Alors, ils abandonnent ça, ils partent ailleurs. Donc, le sol de la forêt amazonienne, c'est un sol très faible. Ce qui maintient le sol de la forêt, c'est la forêt. Donc, une fois la forêt éliminée, ça devient une savane de 3e ordre. Et très probablement désertique. Donc, on est déjà au point de virage de cette situation. C'est-à-dire, point de virage Point de virage, c'est le moment où la forêt n'est plus capable de se récupérer toute seule. Parce que l'idée, c'est que on cesse les incendies, on cesse le découpage, on cesse l'intervention humaine sur l'Amazonie, et se récupère. C'est plus vrai. Des régions, elles ne se récupèrent plus. C'est déjà dépassé le point. Et il y a un moment où la forêt, comme un tout, c'est-à-dire l'ensemble de la forêt, c'est le soi-disant point de tournage, où il y a tellement de la forêt a été modifiée, brûlée, coupée, etc., qu'elle ne se récupère plus. Elle commence un processus de décadence. Dans l'Amazonie orientale, c'est déjà arrive pas mal. Et maintenant, ça commence à arriver dans l'occidental. Donc, non, c'est grave. Et le compliqué, c'est que l'autre vecteur d'occupation du territoire amazonien, c'est les qui cherchent de l'or. Ah oui, les chercheurs d'or. Ouais, les chercheurs d'or. Bon, donc, les chercheurs d'or, ils contaminent avec du mercure des masses, des régions entières où les Indiens, les paysans meurent en buvant cette eau, et les poissons meurent tous. Et puis, ils laissent une trace de destruction gigantesque. Bon. Et ces mecs, c'est pas peu de gens. Et vous dites ça, c'est des territoires sans loi, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas contrôlés, personne n'agit pour ça. Mais est-ce que le gouvernement peut vraiment agir, finalement? La difficulté, c'est que les pouvoirs locaux, c'est-à-dire la mairie, le chef de police local de ces municipalités, ils sont compromis. Le gouverneur de Rondon est compromis. Donc, le gouverneur de Roraima est compromis. Donc il y a un compromis entre gouverneur, justice, délégués, police locale. Ils sont dans le coup. Donc, pour recontrôler les territoires, il faut une force du dehors. Donc, la police fédérale, la police fédérale et les forces armées. Donc, c'est ce qui a été fait dans la deuxième semaine du gouvernement de Lula. Il a monté une opération dans les terres qui font frontière avec la Colombie et le Pérou, les terres des Yanomami, une tribu qui a été complètement abandonnée. C'était un cas terrible, des enfants qui mouraient de faim, de maladies, etc. Ils ont fait une intervention pour expulser les chercheurs d'or. Il y avait dans cette région-là, il y avait 15 000 chercheurs d'or.
Il y avait plus de chercheurs d'or qu'il y avait des Indiens. Donc, ils ont expulsé les 3/4, mais les autres sont toujours là. Ils sont prêts à revenir. Chaque fois qu'il y a eu des opérations pareilles, ils sortent, ils reviennent. Ils ont la complicité des autorités locales. Donc, il fallait une intervention militaire beaucoup plus lourde. Et il fallait vraiment trouver les têtes de ce mouvement. Et probablement, les têtes de ce mouvement, c'est les organisations criminelles de São Paulo et de Rio. Donc, c'est un peu un système de lavage de drogue qui se fait par cela. Mais de toute façon, il n'y a pas de l'or qui s'envole et se transforme en argent sans rien. Il y a des acheteurs. Donc, il y a 3 grandes entreprises brésiliennes de joyaux qui sont accusées d'être des récepteurs de cet or. Donc, vous parlez de la destruction de l'Amazonie. Et ces derniers temps, on parle beaucoup du problème du CO2. Pour vous, qu'est-ce qui est le plus important entre le CO2 et la destruction de la forêt amazonienne? C'est un double problème. Chaque fois qu'on brûle une partie de la forêt, c'est du CO2 qui s'envole. Et en même temps, c'est une partie du CO2 que la forêt ne réabsorbe pas, parce qu'elle a été détruite. Donc il y a un double effet. Je pense que la proposition de Lula, quand il a parlé à Sharm el-Sheikh, là, dans la réunion de biodiversité, il a promis de faire le déboisement zéro. Il a fait une promesse géante. Je ne crois pas qu'il se rendait compte de ce qu'il a dit. On va faire le zéro, ça veut mettre zéro au déboisement au Brésil. Ce n'est pas en Amazonie, c'est dans tous les biomes. Donc, c'est avec l'Amazonie, c'est le système qui attire le plus d'attention, mais les autres biomes, ils souffrent terriblement. Le Pantanal, c'est la région humide du centre-ouest, il y a 2 ans, la moitié du biome a brûlé. La moitié. De 3 grands États en feu. Donc, ce serait important de toucher les autres aussi. Mais ça, c'est acheter la guerre avec l'agro-business, directement. S'il fait ça, il sait qu'il a devant lui la totalité de l'agro-business qui va se battre avec lui. S'il se braque sur l'Amazonie, concentre plus sur le chercheur d'or, oublie un peu mais il ne peut pas oublier les mecs qui brûlent la forêt. Parce que ça, c'est tout l'appui international qu'il a reçu, les Norvégiens qui ont mis des milliards de dollars dans le système de contrôle de feu au Brésil, les Anglais, les Français, enfin, etc., etc. Et maintenant, les Américains promettent beaucoup, mais ils ne donnent pas grand-chose. De toute façon, si Lula ne réussit pas à bloquer il va s'expliquer avec des mecs qui ne sont pas donnés des applaudissements, mais qui ont mis du fric pour faire des choses. S'il n'arrive pas à le faire, il va avoir des problèmes sérieux. Donc je pense qu'il a l'intention de le faire. Ça, il n'y a pas de doute. Je ne sais pas s'il a la force pour le faire. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Jean-Marc von der Weide, on arrive gentiment au terme de notre entretien. On a l'habitude de terminer avec une carte blanche pour nos invités. Alors voilà, si vous avez quelque chose à ajouter, vous pouvez le faire. Et ouais, il y a tellement de choses à rajouter que c'est difficile. Non, je pense que la question la plus importante pour nous, pour les Brésiliens, en ce moment, c'est rétablir la crédibilité dans le système démocratique. Bien sûr, si on arrive à contrôler les feux en Amazonie, si on améliore la bouffe des enfants, si on améliore enfin la législation sur l'avortement, tout ça c'est important. Mais on n'arrivera à rien si on ne réussit pas à faire que les gens fassent plus confiance à un système qui est vraiment très affaibli. Alors, là, ce n'est pas une chose facile parce qu'il faut
que les gens se tournent vers eux-mêmes et ses proches pour qu'ils travaillent ensemble pour la solution des problèmes. Donc c'est quelque chose que la gauche a fait très longtemps. Donc de travailler avec les gens pour montrer le chemin des droits du citoyen. Bon, c'est une chose que l'Église de droite néo-pentecostale a fait ce travail auprès des très pauvres. Bien sûr, avec énormément d'illusions, en faisant de fausses magies, de fausses miracles, des choses comme ça. Mais ils ont quand même créé quelque chose d'important. Toutes ces églises, elles ont au moins une chose. Les fidèles, ils s'aident entre eux. C'est solide comme ça. C'est une espèce de société culturelle. Les meilleures sont des sociétés culturelles, éducationnelles, solidaires, etc. Respectables, de droite, conservateurs comme tout, mais pour cette population de gens très affaiblis, ils ont un rôle qui est important. Donc, cette idée de travailler ensemble, de confier, et de trouver des solutions de la société civile, ça va être extrêmement important. Et en même temps, l'idée de faire confiance au gouvernement et d'avoir un lien, disons, de vérification. C'est une autre chose au Brésil qui est grave. On élit un député, on oublie qui il est. On élit un sénateur, on oublie qui est le sénateur. Donc ça, c'est quelque chose du moment. Donc il faut commencer à avoir un rapport plus continuel avec les élus. Il y a une proposition de changement du système électoral brésilien qui faisait justement une élection plus localisée, donc où les candidats devaient avoir un rapport c'était un découpage beaucoup plus petit. Par exemple, aujourd'hui, un député à la Chambre fédérale de l'État de Rio, il est élu dans tout l'État de Rio. Donc il fallait un découpage beaucoup plus strict, à la française peut-être. Il y a des gens qui pensent que ça va réduire ces candidats à des candidats municipaux. Et non pas vraiment des gens qui pensent le pays, etc. Mais aujourd'hui, on ne pense pas le pays non plus. Donc peut-être ce serait une alternative. Mais je rêve un peu de ce besoin. On ne peut pas continuer à être une société où on s'en fiche de tout. Donc c'est ça le plus grave au Brésil, ou bien on s'importe avec de très précises choses qui sont particulières à un groupe. Donc penser le pays, c'est quelque chose que très rarement les gens pensent. Donc c'est un peu ça notre préoccupation majeure en ce moment. Jean-Marc von der Weijden, merci pour cet entretien. Je remercie à toi, Marc.